Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Guillaume Jagerschmidt, jeune avocat talentueux et passionné de nouvelles technologies. Je l'ai interrogé sur ce monde virtuel immersif en 3D que l'on appelle Metaverse. Et je suis sûre que vous allez en apprendre beaucoup dans cet épisode. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait des semaines que j'essaye de trouver quelqu'un pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et à nos auditeurs aussi, je crois, c'est le métaverse. Et je voudrais d'abord, évidemment, te demander de te présenter à nos auditeurs en quelques mots, si tu veux bien. Bien sûr, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait aussi très plaisir de pouvoir échanger avec toi et avec tes auditeurs sur le sujet. Donc, je m'appelle Guillaume Jagerschmidt et je suis un jeune avocat. J'ai 26 ans. J'exerce à Paris et en particulier dans les domaines de l'informatique, des données personnelles, de la propriété intellectuelle. Et je m'intéresse beaucoup et je pratique d'ailleurs beaucoup dans le domaine des cryptoactifs, des métavers, du Web3, ce qu'on appelle le Web3, et les NFT aussi. Est-ce que je peux te demander de nous dire ce que c'est que le métaverse? Est-ce qu'il y a déjà une ou des définitions? Alors, je ne sais pas si je vais réussir à te dire ce qu'est un métavers, déjà parce qu'effectivement, euh, pour reprendre des formules qui ont été employées à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Euh, il y a beaucoup de définitions qui sont données et celle que je peux te proposer, c'est celle qui me paraît la plus proche de ce que j'observe, à la fois du point de vue de comment ont commencé les métavers et puis ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Pour D'accord. moi, un métavers, déjà, comment on le prononce, métavers ou métaverse, Oui. en étymologie, donc c'est méta et ça le mot valise entre méta et univers. Et en anglais, évidemment, universe, donc métaverse. Donc bon, on peut dire métavers ou métaverse. Et je dirais que c'est un espace en 3 dimensions, un peu comme ce qu'on voit dans les jeux vidéo, où au contraire des jeux vidéo, on peut évoluer pour faire davantage qu'un jeu. On peut, on peut évoluer avec son avatar pour avoir des interactions sociales, mais aussi pour consommer ou pour vendre d'ailleurs ses produits en tant que commerçant. euh, ou tout simplement on peut observer, on peut proposer de l'art, se balader dans des galeries, créer. Voilà, c'est un espace en 3 dimensions où on est libre de faire à peu près ce qu'on veut. Et, et il y a plusieurs métavers déjà qui existent au-delà de la définition. Il y a plusieurs définitions qui sont données, mais je pense qu'un bon axe pour trouver une définition, c'est de se dire que le vrai métavers, c'est pas l'espace en 3 dimensions qui a été créé par une société pour y faire évoluer ses produits ou ses services, par exemple. C'est un espace qui serait décentralisé, où plusieurs sociétés vont s'imbriquer, où plusieurs personnes vont s'imbriquer et proposer des choses. C'est plus complexe qu'effectivement un seul univers relié à une entreprise ou une activité, unique. Ouais, mais après, c'est comme ça qu'on les trouve aujourd'hui parce qu'il faut que quelqu'un soit Oui, c'est bien derrière. communiqué. Ça coûte cher. Mais à mon avis, pour qu'on réponde parfaitement à la définition et que ce soit pas juste un espace virtuel qui serve uniquement à une entreprise, il faut on puisse y voir des choses variées. Un peu comme quand on se balade dans la rue, elle appartient pas à une seule marque, elle appartient à un peu tout le monde et on peut y voir plein de choses différentes. Il y aurait effectivement beaucoup de métaverses, au final. Mmh, c'est ça. Et peut-être que l'un des enjeux, ce serait de pouvoir avoir une interopérabilité entre les différents métavers qui existent. Donc c'est au Et conditionnel, cette définition. ouais, c'est au conditionnel. Mais en tout cas, il y a pas un métaverse. Il me semble que Heu, non. d'accord. Et est-ce qu'on peut arrêter quelque part la définition ou finalement c'est un espace 3D, qui enfin, finalement un peu sans limite, quoi? Ouais, peut-être que si je devais être plus concis dans ce que j'ai dit, ce serait un espace en 3D dans lequel on évolue notamment grâce à un avatar et qui est décentralisé. Quand tu veux dire décentralisé, ça veut dire quoi?
un peu dans le sens qu'on entend pour l'univers de la blockchain, par exemple, ou du Web3. Ah d'accord, C'est-à-dire, ok. c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à une personne, qui n'est pas centralisé autour d'une personne ou d'une société. Mais bon, le problème de cette définition, évidemment, c'est que ça exclurait certains métavers les plus connus, comme celui de Facebook, Horizon World. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un métavers. Euh, Oui, c'est en ça, fait, c'est parce que c'était la deuxième question. Est-ce que ça existe vraiment aujourd'hui, un métavers? Est-ce qu'il y en a vraiment aujourd'hui qui existent? En fait, je pense que oui, parce que si c'est pas décentralisé, alors ça doit fonctionner selon le modèle des plateformes. C'est-à-dire D'accord. qu'effectivement, il y a bien une société qui existe pour faire évoluer le métavers, mais elle n'est pas là que pour vendre ses produits ou ses services, elle est aussi là pour accueillir d'autres personnes dans cet univers. Donc D'accord. elle a vraiment ce rôle de plateforme au sens marché biface, comme l'ont développé les économistes. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert, le métaverse? Ou à quoi ça peut servir? C'est une Vaste bonne question. question. Oui, c'est une bonne question. Ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir, ça peut, Parce que j'ai l'impression qu'on en a une vision assez étroite, en fait, quand on demande à la plupart des gens, et moi aussi, hein. l'un des usages qui en est fait, c'est un usage commercial. Donc, on va s'en servir comme un espace en 3 dimensions pour présenter ses produits et services. Mais ça va, et heureusement, bien plus loin que ça. Le métavers, il peut être utilisé à des fins, par exemple, des fins qu'on connaît pour les services publics, comme l'éducation. On peut imaginer des salles de classe. D'ailleurs, c'est ce qui est envisagé sur plusieurs métavers. Le soin, avec la télémédecine et la téléconsultation, voire même la problématique des jumeaux numériques. Euh, et puis ça peut être aussi un simple espace pour les interactions sociales, donc pour discuter avec certaines personnes. C'est le cas notamment d'un métavers qui s'appelle VRChat, enfin à condition de considérer que c'est un métavers. Et c'est aussi un espace de contemplation. On va avoir certaines galeries d'art dans le métavers. Est-ce que tu peux nous donner, justement, tu en as donné un là d'exemple, est-ce que tu peux nous donner des exemples de métaverses qui existent dans différents Oui. domaines? Si tu en Dans connais. ceux qui proviennent du Web3, on peut citer Decentraland et The Sandbox, qui sont, on va dire, parmi les plus anciens depuis que le mot est à la mode. Ensuite, dans ceux qui vraiment aujourd'hui, en tout cas à la date de ce podcast, puisque ça évolue très vite, euh, on va dire, font la une dans les médias, il faut citer Horizon World, celui de Meta, le groupe Facebook, et Otherside de Yuga Labs. Alors, tout le monde ne voit pas ce qu'est Otherside de Yuga Labs. Yuga Labs, c'est la société qui a créé la collection de NFT Bored Apes. Donc, c'est comme les singes ennuyés. Et donc, c'est des collections de NFT de petits singes. Voilà, c'est des images qu'on peut acheter pour des crypto-monnaies. Et notamment, Neymar en a acheté un ou deux pour plus d'1 million de dollars, je crois. Et bah, au-delà des NFT, maintenant, ils ont leur métavers. Donc, eux, ils sont très connus aussi. Et puis après, il y en a qui sont des espaces plus sociaux, et je citais VRChat tout à l'heure. Et puis il y en a beaucoup, beaucoup qui se développent tout le temps. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui s'applique au monde réel s'applique au monde virtuel? Non, je pense pas. Euh, les interactions, au contraire, je pense que s'il fallait faire un parallèle, ce serait plutôt entre le métavers et Internet. Parce que ce qui se passe dans le métavers, c'est davantage des interactions numériques que des interactions comme on en a dans la vie réelle. Il ne peut pas y avoir de contact physique. Dans le métavers, on peut simuler un contact physique via les avatars, mais il ne peut pas y en avoir. Je préférerais dire que ça se rapproche il faudrait le comparer aux interactions numériques sur Internet. Si on prend les exemples des contrats, des baux, de Ouais. l'immobilier, tout ça, finalement, ça existe aussi dans le métaverse. Ouais. Euh, et Ouais, ou ce qui s'y apparente. aussi ce qui est apparent. Est-ce que les mêmes règles vont s'appliquer? Comment on va faire si on a un bout de terrain dans le métaverse Ouais. pour gérer son immobilier, le métaverse? Comment on va faire un contrat? Pour l'instant, les codes juridiques qu'on a sous la main ne parlent pas du métavers. Il- la jurisprudence non plus, donc l'ensemble des décisions des Oui, on n'a décisions. même pas de décision de Ouais, jurisprudence aujourd'hui dans en dans le France. métavers, non, il y en a pas. Pour Même, l'instant, même ça aux États-Unis, il n'y en viendra. a pas encore. Alors si, il y en a qui ont été rendus, je les ai pas tout en tête, mais je crois qu'il commence à y avoir effectivement, il me semble
Aux Pays-Bas, il y avait eu une affaire de harcèlement sexuel, dans un univers en réalité virtuelle. En tout cas, c'est mon souvenir et aux États-Unis, j'avais entendu parler d'une procédure aussi, mais je pourrais pas les citer Ouais. heu, parce que je les ai pas parfaitement en tête. Mais en France, en tout cas, on n'a pas ça et pour la question de savoir si en général les interactions qu'on a, dans le métaverse, on peut y appliquer le droit qu'on appliquerait dans la vie réelle, la question, elle doit se poser au cas par cas à chaque fois. Pour le droit immobilier, c'est assez compliqué parce qu'il me semble, mais je suis pas spécialiste de la matière, mais que le droit immobilier, il est conçu en fonction du bien immeuble et le bien immeuble, il doit être présent, on va dire, dans l'univers et pas dans le métavers. Il doit être sur un registre cadastral, au registre de la publicité foncière et cetera. Pour les baux, c'est-à-dire si on achète une parcelle de terrain dans le métavers, on n'a pas acheté, donc déjà on n'a pas acheté un titre de propriété, immobilier. On a un on a peut-être, la propriété du NFT qui est liée à la parcelle de terrain dans le métavers et ensuite Mmh. libre à soi de contractuellement louer son espace de terrain dans une sandbox, dans des Decentraland et cetera. Maintenant, savoir si le droit des baux, par exemple, civils ou commerciaux, va s'appliquer, à la location de terrain dans le métaverse, je pense qu'on en est encore loin, mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut s'en inspirer puisque, l'idée derrière sera certainement, la même, la raison du contrat, hein. Mmh. Et est-ce que d'après toi, on peut réprimer, ou on pourrait, réprimer pénalement des actes qui seraient commis dans le métavers? Tu parlais tout à l'heure de harcèlement ou, je crois qu'il y a eu Ouais, un cas de viol ou, hem, dans des actes ouais. commis, aux personnes, aux biens, est-ce qu'on pourrait le réprimer, pénalement, en fait? Oui, c'est sûr et d'autant plus que, dans le code pénal, c'est pour beaucoup d'infractions, beaucoup de délits, une circonstance aggravante que de la commettre en ligne. Ça s'applique à l'évidence, dans le métavers. Par contre, certaines infractions, à mon avis, n'ont pas vocation à s'appliquer dans le métavers. Si on prend l'exemple du viol, le viol, qui par définition est une pénétration non consentie, on ne peut pas avoir de pénétration non consentie dans le métavers. Et Heu, pourquoi en général c'est une circonstance aggravante, de le faire en ligne? je pense pour la couardise de l'acte, Ouais, d'accord. de la part de l'auteur, qui Mmh. se cache derrière un écran. Pour du harcèlement, par exemple, ou du harcèlement sexuel, si on fait ça derrière un écran, il y a une forme de couardise, qui a motivé, à mon avis, le législateur à en faire une circonstance aggravante. Mmh. Mmh mh. Mais voilà, pour les infractions, on va dire, aux personnes qui touchent heu, à l'enveloppe matérielle du corps humain, on peut penser aux violences, notamment aux violences physiques, Ouais. ne seront pas applicables dans le métavers parce que on va dire ce qu'on commet sur un avatar, ça ne doit pas, recevoir la même qualification pénale, à mon sens, que, ce qu'on commet sur une personne physique. Ce qui peut être différent, s'il y a pas de oui, vas-y, pardon. Je voulais dire en revanche, ce n'est pas la même chose, heu, pour les sens qui pourront être effectivement atteints, chez la personne, qui est la victime de l'infraction. Donc si le toucher, ça ne fonctionne pas, en tout cas, en l'état de la technologie, pour ce qui est de l'ouïe et de la vue, la victime peut être touchée. Donc, s'il s'agit de proférer des insultes, de harceler une personne dans le métavers, que ça soit, par message ou via le in voice chat, donc, en parlant avec son micro et via son avatar à l'avatar de la victime, pour moi, ça doit être, pénalement répréhensible, bien sûr. Oui, donc en fait, si, le viol, on peut pas forcément faire le parallèle. Tout ce qui est injure, donc là, c'est plutôt l'ouïe ou la vue, des messages qui est atteinte. Là, on pourra, réparer plus facilement les préjudices, dans le métaverse. C'est ça que tu Ouais, dis? condamner et réparer ensuite, oui. Et mais par contre, je veux pas dire que, il ne peut rien se passer si on simule un viol sur un avatar. Pour moi, on pourrait, il faut considérer que la personne qui voit son avatar, se faire, violer, virtuellement dans le métavers, peut effectivement subir un préjudice de cette vision d'horreur. Et il faut que ce soit, pénalement répréhensible. Oui, c'est ça et en fait, il peut quand même en résulter des préjudices qui peuvent être effectivement graves. Il faut que les personnes, lorsqu'elles évoluent dans le métaverse, aient conscience qu'en s'adressant à un avatar, derrière, il y a une Il y a une personne personne. avec sa sensibilité et qu'on n'est pas protégé du fait qu'on est dans une sorte d'univers parallèle.
On n'est pas dans une bulle qui serait hors du droit. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais j'espère qu'il sera partagé parce que je vois pas comment ça. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse Limite, hein. pardonner. Ouais. Sinon, il y a vraiment aucune limite hein, si on fait pas comme ça. Enfin, Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus de limite. est-ce que d'après toi, du coup, c'est la loi qui doit s'adapter au métaverse ou c'est le métaverse qui doit s'adapter à la loi? Les deux, mon capitaine. À mon avis, évidemment, il va y avoir des zones d'ombre que d'abord le juge va essayer de combler parce que la loi ne sera pas suffisamment précise et ne pourra pas s'adapter à toutes les situations que le métavers a apporté en tant que progrès technique et que les futurs métavers apporteront avec leurs progrès techniques futurs. Donc le juge aura d'abord cette tâche de voir si le droit existant pourra s'adapter et si ce n'est pas le cas, alors il faudra modifier le droit pour que le droit ait vocation à s'appliquer aussi dans le métaverse. Et de l'autre, le métaverse doit s'adapter au droit. On ne peut pas, lorsqu'on conçoit un métavers ou lorsque on a créé un métavers, on ne peut pas s'affranchir des règles de droit existantes. Il y a des règles de droit qui existent sur comment est-ce qu'on peut créer un site internet, comment est-ce qu'on peut créer un jeu vidéo, et à mon avis, ces règles doivent être lues et observées par les personnes qui conçoivent des métavers. La juridiction applicable, parce qu'on a eu ce sujet quand il y a eu Internet. Enfin, quelle est la Tout loi à fait, ouais. applicable? Elle va se poser aussi, évidemment, dans le métaverse. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça dépendra du sujet, puisque le droit international privé est assez bien fait, et à mon avis, pourra répondre aux différentes situations du métavers. Ce ne sera pas forcément toujours le droit qui suivra la personne, puisqu'on aura aussi on aura aussi des entreprises dans le métavers, plusieurs entreprises pour avoir des conflits entre elles. Donc ce sera intéressant. Je pense qu'on verra plein de situations intéressantes sur le droit applicable. Mais je vois pas pourquoi le droit international privé appliqué à l'internet ne devrait pas s'appliquer. Oui. Ouais. Et là, ça commence à faire longtemps qu'on a de la jurisprudence et on continue d'en avoir qui prévoit des règles attributives de juridiction et de loi applicables. Ouais. Et alors, quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Tu m'as parlé des IGO. Est-ce que tu peux nous Oui. dire un mot de ça? C'est des sortes de levées de fonds Ouais. qui sont applicables dans le métaverse. Alors oui, c'est un peu le métavers, un peu le jeu vidéo, beaucoup les NFT. Donc c'est une évolution des ICO, les IGO ou les IGO. C'est un acronyme pour dire Initial Game Offering. Et donc, ça vient des ICO qui elles-mêmes venaient des IPO. Alors, IPO, c'était Initial Public Offering dans le droit financier classique. ICO, c'était Initial Coin Offering, donc c'était le fait de financer son projet en proposant aux investisseurs des jetons sur la blockchain, et ces jetons donnaient des droits qui étaient enregistrés sur la blockchain. Et les IGO, on va dire, c'est la toute dernière forme, et je la trouve très intéressante. Elle est apparue, je crois, au cours de l'année 2022. Initial Game Offering, donc, c'est la levée de fonds pour financer des jeux vidéo via la vente de NFT. Donc, ce que vous faites lorsque vous êtes mais je pense que ça pourrait s'appliquer au métavers, quand vous concevez un jeu vidéo et donc étendons-le au métavers, vous proposez au public de vendre des NFT qui seront utilisables dans le projet que vous êtes en train de construire, donc le jeu vidéo ou le métavers. Donc concrètement, admettons, toi Delphine, que tu souhaites concevoir un métaverse, et moi je souhaite investir dans ton métavers. Ce que tu vas me proposer, c'est que dès le stade de la conception, ou même avant d'avoir commencé à le concevoir, tu vas me proposer, en échange de mon investissement, une parcelle de ton futur métaverse, D'accord. sous forme de NFT. Donc moi je vais acheter ton NFT, et avec les fruits de cette vente, et des autres ventes que tu vas faire auprès de tes autres investisseurs, tu vas pouvoir financer ton projet et créer ton métavers ou ton jeu vidéo. Tu fais le lien avec le métaverse et NFT. Souvent, on a en tête NFT, œuvre d'art. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien justement entre le métaverse et NFT? Est-ce que c'est que les NFT, pour ceux qui ne sauraient pas bien? Oui, bien sûr. Alors, les NFT, c'est une forme d'actif numérique ou cryptoactif. Je préfère cryptoactif. C'est donc c'est un objet numérique qui est enregistré sur la blockchain. Alors, il y a plein de sortes d'objets numériques qui sont enregistrés sur la blockchain. Le premier qu'on connaissait, c'était la crypto-monnaie. Voilà, sur la blockchain, on enregistrait des transactions de crypto-monnaie. Il y avait la crypto-monnaie qui se baladait. Il y a eu les jetons, dont je parlais tout à l'heure, qui donnaient des droits. Et puis, il y a eu les NFT. Donc, c'était des jetons non fongibles, littéralement. Et l'idée de ces jetons, c'était de les rendre uniques. C'est ce qui se cache derrière le mot non fongible. Et donc, on pouvait mettre tout ce qu'on voulait. Et effectivement, ça a été connu du grand public, avec une œuvre qui a été vendue
chez Christie, il me semble, pour plusieurs millions de dollars. On a mis derrière ce jeton l'image d'une œuvre d'art. Et C'est ça. on a commencé plutôt tout un business autour de la vente et l'échange et la spéculation autour des NFT, dont le sous-jacent, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, ce qui le rend unique, était une œuvre d'art. Mais il n'y avait pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Derrière le NFT, vous pouvez avoir un ticket pour aller au cinéma avec une place attribuée. Ça le rend unique. Vous pouvez avoir une parcelle de terrain dans le métaverse. Il peut y avoir en fait absolument tout ce que vous voulez qui est unique. Ça peut même être, et c'est l'une des applications qui est de plus en plus connue, des noms de domaine dans le métavers ou sur la blockchain Ethereum. Donc un peu comme on a les noms de domaine sur Internet. Mais pour l'instant, il faut dire qu'en règle générale, le NFT n'a pas de cadre juridique propre. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas confondre le NFT et son sous-jacent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire que le NFT derrière lequel se cache une œuvre est une œuvre d'art. Le fait de détenir un NFT derrière lequel il y a une œuvre d'art ne donne aucun droit J'ai sur un l'œuvre. droit sur l'œuvre. Et il n'y a pas de cession de propriété intellectuelle, d'ailleurs parce que ça ne marcherait pas juste avec la cession d'un NFT. Donc il n'y a pas de droit d'exploitation, il n'y a pas de droit de reproduction, de représentation. Donc on ne peut pas, si j'achète même pour 1 million de dollars, comme Neymar l'a fait, l'image d'un singe, a priori on ne peut pas faire éditer des t-shirts et les vendre, alors même qu'on a dépensé 1 million de dollars dans l'objet numérique. Donc Parce qu'il il ne a faut pas acheté quoi en fait? confondre. Qu'est-ce qu'il a Bah, acheté? il a acheté une sorte de certificat de preuve qui est stocké sur la blockchain. Ouais, qui détient l'unique, que lui détient l'unique Voilà, c'est ça. NFT. Il n'a pas acheté les droits de l'artiste Voilà. qui a créé l'œuvre qu'il y a derrière. Il y a énormément de choses à dire sur les NFT et c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Oui, parce que même toutes les sociétés de luxe font des NFT, évidemment qu'elles vont Oui. pas s'amuser à céder leurs droits de propriété intellectuelle sur, Bah oui, bah là, sur leurs pour un marques. fait d'actualité, et pour faire le lien entre les métavers et les NFT, dans le métavers, beaucoup de gens achètent des NFT. J'ai lu dans la presse que Gucci s'était associé à Otherside, donc le métaverse dont je parlais tout à l'heure de Yuga Labs, ceux qui ont fait les Bored Apes, pour vendre aux personnes qui déambulent dans ce métaverse-là des colliers Gucci, mais des colliers Gucci numériques. Donc on achète le NFT et grâce au NFT, on a le titre, on va dire le certificat probatoire et Gucci laisse porter ce seul exemplaire numérique du collier. Oui, Donc c'est une démarche qui est très souvent derrière les NFT purement ostentatoire. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te passionne autant dans ces sujets NFT et métaverse? Alors, personnellement, j'aurais pu le dire au début, mais je suis passionné de nouvelles technologies. Je suis un geek convaincu. Au-delà du droit, je passe des heures à farfouiller sur des forums, à lire plein de choses parce que ça m'intéresse. Mais en particulier sur le métaverse et l'NFT, je pense que ce qui m'a convaincu, c'est la philosophie qui est derrière et la révolution que ça représente. Il faut bien s'imaginer que la blockchain et les crypto-monnaies, ça a été inventé après la crise des subprimes, où plus personne n'avait confiance en les banques. Et il y a des personnes dont on ne connaît toujours pas le nom, qui se sont dit qu'ils allaient créer un système financier parfaitement autonome, qui n'avait besoin d'aucune banque, d'aucune institution, et qui fonctionnerait tout seul, comme un moteur qu'on pourrait jamais arrêter. Et la première blockchain, elle a été lancée en 2009, et probablement jusqu'en 2150, elle continuera de fonctionner toute seule, avec l'aide de personne, ou plutôt à l'aide de tout le monde, à l'aide de tous les internautes qui croient en cette technologie et qui sont connectés 24 heures sur 24 sur Internet partout dans le monde. Et il n'y a aucune société derrière, aucune association, aucun groupe en particulier de personnes. Les gens ne se connaissent pas et tous ensemble, en communauté, ils font fonctionner ça. Et les NFT, le métavers, la blockchain, les crypto-monnaies, tous ces univers en général, ils fonctionnent avec cette philosophie. Et c'est pour ça qu'on parle du Web 3, c'est-à-dire comme la troisième version du Web, parce que la révolution, à la fois technologique et philosophique, est telle que ça force le respect et moi, ça m'inspire beaucoup. On pourra en parler très longuement, hein, on pourrait en faire pratiquement un épisode par semaine parce qu'on sent que tu es passionné et puis surtout, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets que c'est quasiment inépuisable. Ah bah, moi, je serais ravi d'en parler à nouveau avec toi, hein. Ah bah écoute, on prend rendez-vous si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ma dernière question, si tu peux y répondre, qu'est-ce que tu penses J'espère. de nos échanges et puis du podcast Tout droit tout simple? Parce que je crois que tu l'as découvert récemment, donc j'aimerais Ouais, bien tout entendre à ta fait. Oui, effectivement. Et j'écoutais d'ailleurs ce matin encore
celui sur le Legal Ops dans les études notariales. Donc moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. Le fait que tu me donnes la parole déjà, je voudrais te remercier parce que ça me fait super plaisir. Bah, Heu, c'est l partagé. l'éch l'échange qu'on a eu, je trouve, était très enrichissant et c'est pas toujours qu'on a l'occasion de discuter de ces sujets comme ça, à la fois pour essayer de vulgariser, mais aussi essayer pour, transmettre. Moi, je pense que je pourrais parler de ces sujets à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc Heu, si je peux en plus le faire, avec toi où voilà les questions je trouve, sont orientées de façon à ce que la discussion soit super naturelle et qu'on aborde tous les sujets intéressants, c'est trop bien, c'est 10 sur 10. Donc on reprend rendez-vous, hein, Guillaume? Ah bah, grave, Ah grave, OK, c'est noté. Avec grand plaisir en tout cas. Bon bah, je te dis à bientôt partagé. et bonne continuation Ouais. à toi alors. Merci, à bientôt. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!